Delicious. Nous avons le plaisir d'accueillir maintenant Raphaël Koster, docteur en sociologie, socio-anthropologue, qui a soutenu une thèse il y a 2 ans sur la manière d'être au monde des joueurs de jeux vidéo et qui poursuit des recherches qualitatives et quantitatives sur les joueurs de jeux vidéo et qui aujourd'hui nous présente les positionnements sociaux des joueurs de jeux vidéo. Il est également membre de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Raphaël. Oui, bonjour. Donc, je suis le premier sociologue de la journée. J'introduis en quelque sorte l'étude, la présentation qui va nous être faite cet après-midi par les membres de l'enquête d'Espace et Téléas. En fait, je voudrais vous parler des joueurs. La question qui m'anime depuis mes recherches de thèse, que j'ai soutenues en mars 2013 à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et que je continue à travailler, c'est la question des joueurs. Comment caractériser les joueurs de jeux vidéo ? Faut-il les caractériser ? Moi, j'aurais déjà envie de vous répondre non, j'ai pas envie. En fait, c'est peut-être le point commun qu'il y a entre ma manière de pratiquer la sociologie. Je suis de l'école socio-anthropologique, donc je travaille beaucoup à partir d'entretiens qualitatifs et d'observations ethnographiques. C'est peut-être le point commun que j'ai avec les psychologues, psychiatres, psychanalystes, c'est que j'ai face à moi des gens avec qui je parle au cours d'entretiens, vous c'est des consultations, et je cherche à savoir qui j'ai en face de moi. Et j'essaye, c'est ce que je vais vous présenter là, d'éviter le plus possible de recourir à des grilles d'analyse préétablies, d'être le plus possible à l'écoute des personnes, de les comprendre. Donc le questionnement de départ de mes recherches, de thèse, mais même avec la thèse je ne suis pas arrivé au bout, c'est de savoir qui sont les joueurs de jeux vidéo et de ne pas se contenter des catégories existantes en termes de casual gamer, hardcore gamer, toutes les catégories qu'on trouve dans les études de marché qui parlent beaucoup en termes de fréquence des pratiques. Ça ne m'a jamais satisfait ça, parce que pour ma thèse j'ai fait 149 entretiens. Là le questionnaire que je vais vous présenter, qui est très modeste, je l'ai fait avec mes fonds propres, pas du tout dans le cadre d'un projet financé, c'est très différent de l'étude qui va vous être présentée cet après-midi. Mais c'est à chaque fois la volonté de savoir quelle est la richesse des pratiques culturelles des joueurs de jeux vidéo. Un joueur de jeux vidéo, je suis convaincu qu'il ne peut pas se réduire à sa pratique de jeu. C'est le sens du titre un peu bizarre de ma thèse, de jeux vidéo comme manière d'être au monde. Il fait partie de la société, il a tout un ensemble de pratiques culturelles. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est surtout la question des conditions et positionnements sociaux des joueurs. Et des non-joueurs aussi, puisque mon questionnaire a été diffusé sur papier et en ligne. Il s'adresse à tout le monde, je le précisais bien dès le départ. Et l'idée, c'est de savoir comment le jeu vidéo s'intègre dans tout un ensemble de pratiques culturelles et d'activités sociales, et comment le joueur se considère lui-même au travers de ces pratiques, comme dans son identité sociale, comme membre dans ses appartenances. Alors, je vais vous montrer l'enquête, ça va vous paraître plus concret. Donc, je n'ai pas réussi à tout faire rentrer dans des slides, donc c'est illisible, mais c'est pour vous montrer, vous pouvez voir sur www.enquêtejeuxvideo.com l'enquête. Je vous invite même à y répondre, parce que j'ai besoin de réponses. Je l'ai mis en ligne en septembre 2015. J'ai aujourd'hui 182 réponses exploitables. Il n'y a aucune volonté de faire des statistiques ou même d'avoir un panel représentatif à partir de cette étude, pour une raison très simple, c'est que ma méthode d'analyse consiste à étudier les réponses au cas par cas. Parce que ce qui m'intéresse, c'est vraiment le message que je voudrais vous faire passer aujourd'hui, c'est la singularité de chaque positionnement social. Donc, éviter les statistiques pour éviter de réduire les singularités de chaque positionnement social, de chaque joueur, dans son identité, dans sa manière qu'il a de se voir, éviter de le réduire, de le simplifier vers des catégories. Je vais être obligé de le faire au bout d'un moment, parce que la tentation sera sans doute trop forte. Au bout de plusieurs centaines de réponses, je verrai certainement des familles se dessiner, qui reviendront peut-être à des catégories existantes. Dans ce cas-là, j'aurai enfoncé des portes ouvertes et ça aura servi à rien. Mais pour l'instant, j'en sais rien. Je lance dans cette étude, j'ai envie de repartir de zéro et de voir, quand on laisse le plus possible la parole aux joueurs, même si c'est par écrit, il y a beaucoup de questions ouvertes. C'est pour ça que j'ai acheté un nom de domaine et j'ai fait le questionnaire directement par quelqu'un. Donc vous voyez, la première partie du questionnaire, c'est à propos de vous. Donc on a plein de marqueurs qui correspondent pour beaucoup aux conditions sociales du joueur, c'est-à-dire à ce qu'il ne choisit pas, à ce qui le détermine dès la naissance, son lieu d'habitation, le contexte dans lequel il vit, ce qui ne renvoie pas aux représentations qu'il a de lui-même dans son contexte.
mais ce qu'il situe, l'état civil en quelque sorte. La seconde partie, ce sont les pratiques culturelles, et je me suis amusé à demander, je ne suis pas le seul à le faire ça, Olivier Donat le fait tous les 10 ans dans ses enquêtes sur les pratiques culturelles des Français, moi je le fais vraiment toute proportion gardée à mon humble échelle. J'ai demandé donc aux participants, aux répondants, quel est le dernier film qu'ils ont vu, est-ce que ça leur a plu, pourquoi, quel est le dernier musée qu'ils ont visité, avec qui, est-ce que ça leur a plu, pourquoi, à chaque fois savoir quelles sont la fréquence aussi de leurs pratiques, ça on ne peut pas y échapper, mais savoir donc quel goût, recueillir un peu l'expression de leur goût, voir s'ils ont une facilité ou non aussi à l'exprimer, et après faire des corrélations avec, dans la troisième partie du questionnaire, les pratiques de jeux vidéo. Donc c'est un grand tableau qui correspond à 5 colonnes, parce que j'ai couvert 5 jeux. Je pars du principe qu'au maximum, là, selon les répondants, on peut rendre compte de 5 jeux auxquels on joue simultanément, avec donc le nom du jeu, le support, le mode d'acquisition, avec qui, comment, etc. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est la dernière partie, et j'ai été surpris de voir que les gens y ont répondu. J'étais sûr que les gens laisseraient tomber, que ça les barberait, que ce serait trop long. C'est une partie récit. Racontez en détail une partie de jeu vidéo, décrivez les techniques utilisées, les événements mémorables, les phases d'ennui, les échecs, les réussites, les pauses, les interactions en jeu et hors jeu. C'est une manière pour moi de mettre sur écrit en fait ce que je fais dans mes entretiens qualitatifs en face à face, de se rapprocher le plus possible de ce que je peux avoir dans une conversation, même en étant par écrit. Concluez en qualifiant votre rapport au jeu, l'évolution de vos pratiques, sa place dans votre quotidien. Donc il y a eu pas mal de réponses intéressantes. Ça a été facilité par le fait aussi que je m'en suis servi comme d'un outil pédagogique, parce que je donne des cours à l'ENSI, à l'Institut Télécom Management Sud Paris à Évry, et à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et donc j'ai un peu exploité mes étudiants en leur soumettant ce questionnaire, en leur demandant d'y répondre par eux-mêmes. Je ne les ai pas notés là-dessus, je n'ai pas poussé la perversité jusque-là, mais je leur ai quand même expliqué. C'est à chaque fois des cours d'introduction à la recherche sociologique qui s'adressent à Évry à des ingénieurs en informatique Bac+5. Donc j'arrive comme le sociologue qui va leur casser les pieds avec de la théorie, et j'essaye de leur montrer le plus possible le côté concret de la recherche, les questions qu'on peut se poser, et là, donc ce questionnaire permettait d'avoir un outil un peu vivant. Ils y répondent par eux-mêmes, et là où je les note, c'est que je leur demande de faire répondre quelqu'un d'autre. Et la dernière partie récit, en fait, c'est sous la forme d'un entretien et de la retranscription d'un entretien que je leur demande d'y répondre. C'est pour ça que j'ai eu pas mal de réponses exploitables, intéressantes, détaillées, qui m'ont permis d'arriver au premier résultat que je vais vous présenter. Alors, les objectifs de la recherche. Bon, c'est très ambitieux, mais c'est le but. Hein. Identifier les conditions et positionnements sociaux de joueurs et non-joueurs français dans leur rapport aux médias culturels, c'est-à-dire concrètement identifier les marqueurs qui les situent socialement et recueillir, prendre en compte et tâcher de caractériser autant que possible la façon dont ils se positionnent et ils se voient en société. Affiner la caractérisation des publics à partir d'une prise en compte transversale de leurs pratiques. C'est ce que je vous disais, ne pas se satisfaire des catégories existantes, mais prendre en compte. Et c'est là où je me retrouve aussi, j'étais déçu, hein, je peux le dire, j'étais dégoûté de ne pas faire partie du projet Ludespace quand ça a commencé, je crois que c'était en 2008. Voilà, les choses se sont passées comme ça, mais je suis à distance ce projet, j'attends aussi la présentation qui va être faite cet après-midi, parce que l'ambition est proche aussi, c'est prendre en compte tout un écosystème des pratiques, l'ensemble des pratiques culturelles, l'ensemble des activités sociales pour contextualiser les pratiques de jeux vidéo et leur donner un sens. Donc aussi affiner la caractérisation des publics tels qu'on les connaît et produire de la connaissance sur la diversité, la variabilité des rapports à la culture en fonction des contextes et environnements sociaux. Le cadre théorique, la lumière m'est venue en relisant Bourdieu cet été, l'été 2015, donc la distinction. Je passe rapidement parce qu'il faudrait toute une intervention en tant que telle pour vous parler de Bourdieu, mais ce qui présente, c'est une étude sociologique sur le goût. L'une des thèses fondamentales de Bourdieu dans ce livre, La distinction, c'est qu'on existe socialement, on se positionne socialement par l'expression de ses goûts. Et les goûts, donc, c'est un marqueur de distinction, c'est un marqueur de fédération et d'opposition. Et c'est pour ça que je demande autant dans le questionnaire si le dernier film, le dernier jeu vidéo leur a plu, l'expression des goûts, pour justement identifier ces positionnements sociaux. C'est vraiment à partir des concepts définis par Bourdieu. Et Bourdieu distingue trois catégories qui permettent aux personnes de se distinguer les unes les autres. Peut-être que vous connaissez ça par cœur, mais je fais quand même un rapide récapitulatif pour d'autres. Jeu et capital scolaire. Donc les études qu'on a fait, les diplômes, le jeu et le capital culturel, je résume ça très vite et très grossièrement, mais c'est donc comment est-ce qu'on se distingue les uns les autres en fonction des connaissances qu'on a, qu'on peut faire valoir et qui déterminent aussi ce qui nous attire, ce qui nous intéresse dans nos pratiques culturelles. Et jeu et capital symbolique,
C'est un petit peu la synthèse, c'est donc la distinction. Alors Bourdieu ramène ça beaucoup aux classes sociales, prolétaires, petits bourgeoises et bourgeoises. Et je crois que l'une des ambitions aujourd'hui d'une étude, quand on reprend ces cadres théoriques-là, c'est peut-être d'essayer d'aller ailleurs que dans les classes sociales, de trouver d'autres catégories qui permettent de situer les patients, les joueurs dans leur pratique culturelle. Donc, c'est un peu technique et je mettrai à disposition le slide pour que vous puissiez regarder ça à tête reposée. Mais là, ça vous présente comment j'ai structuré le questionnaire. Chacune des questions, quelles sont les questions qui renvoient à la condition sociale des participants, l'air de rien, évidemment, ce n'est pas explicite, et les questions qui renvoient au positionnement social, qui permettent après, au cas par cas, en prenant chaque réponse de chaque personne, d'articuler les deux et de dresser un profil. Alors, je ne sais pas encore s'il faut parler de profil de joueur ou de rapport au jeu, de rapport à la culture. S'il s'agit de quelque chose qui situe, qui identifie la personne et qui la fige, j'aime pas trop cette solution-là, ou plutôt d'un certain rapport à la pratique qui puisse être versatile. Moi, pour être clair, quand j'ai donc demandé à mes étudiants de répondre à ça, et que j'aurais présenté les premiers résultats que je vais vous montrer aujourd'hui, ils m'ont dit, moi je me retrouve dans toutes les catégories. Successivement, au cours de mon parcours de joueur, j'ai été à un moment joueur identitaire, joueur expert, joueur sportif. Et je crois que ce serait plus intéressant justement peut-être de caractériser à travers ces résultats-là une évolution des rapports à la pratique. Alors il va de soi, ça je crois que je n'ai même pas besoin de le dire, que tout ça c'est pour aussi alimenter le débat sur addiction, est-ce qu'on est addict, est-ce qu'on a une pratique, c'est pour... moi je ne suis pas du tout clinicien, évidemment. Donc je ne peux pas du tout me prononcer sur les risques de la pratique vidéoludique. Je ne dis pas qu'ils n'existent pas, qu'il n'y a pas d'addiction. Simplement, mon souci, qui est aussi, je pense, le vôtre, c'est de comprendre les joueurs. Et donc de voir même dans l'addiction, c'est en fait ce dont on parle depuis le début de la journée, quels sont les plaisirs qu'il y a derrière ça, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment est-ce qu'on peut vivre avec, quels sont les moments où on subit la pratique et les moments où on arrive à en faire un outil qui permet de vivre en société, même si c'est selon des normes bien spécifiques, qui ne sont pas toujours les normes cliniques. Alors, rapidement, la diffusion du questionnaire. J'ai passé en revue, donc je l'ai mis en ligne en septembre 2015. C'est un panel non représentatif, mais il y a quand même l'ambition d'essayer de couvrir tout le territoire français. Donc c'est pour ça que je suis passé par des questionnaires en ligne via les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. C'est forcément biaisé. Pour faire quelque chose de représentatif, les intervenants cet après-midi nous en parleront, peut-être. C'est un gros travail de sélection des endroits où on va diffuser le questionnaire. Moi, je l'ai diffusé tout azimut. Je me suis servi de mes activités de chef de projet pour une association Madopa, où je travaille sur un autre sujet, sur la fragilité et les ressorts de santé des personnes âgées. Mais je travaille beaucoup. Je fais 10 à 15 projets par an, ce qui m'amène à rencontrer beaucoup de monde et à faire beaucoup de routes aussi, beaucoup de voyages, ce qui est pas mal aussi pour diffuser ce petit projet parallèle personnel que j'avais par ailleurs. Donc j'ai déposé le questionnaire papier auprès du service commercial d'une boutique Orange à Reims, auprès du service playtest de l'entreprise Ubisoft. Je n'ai pas vraiment de suivi. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a donc 206 réponses aujourd'hui, dont 182 exploitables. On parlait du genre tout à l'heure, je ne peux pas encore interpréter les résultats, mais il y a eu 127 hommes qui ont répondu pour 55 femmes. On verra plus tard si les statistiques sont plus représentatives, plus exploitables. La classe d'âge, ça c'est sans doute lié aussi au fait que je me suis beaucoup adressé à des étudiants. On a une grande majorité de personnes de 20 à 29 ans. Et comme j'ai demandé aussi au réseau de mes parents, on a quelques personnes entre 60 et 70 ans. Mes petites sœurs ont permis d'accéder aux 10-19 ans. Voilà, c'est pas représentatif, ça permet juste de situer un peu les résultats que je vais vous donner, parce que peut-être que ce sont des résultats qui concernent surtout la classe d'âge des 20-29 ans. On est juste dans l'hypothèse là. Ce que j'aimerais bien, c'est faire tourner ce questionnaire jusqu'à la fin de l'année 2016, peut-être même jusqu'en 2017. Si vous trouvez la démarche intéressante, aidez-moi. Faites circuler aussi, vraiment, je ne suis pas dans quelque chose de représentatif, mais par contre, je pense quand même que plus il y a du nombre, si on atteint les 2000, 3000 réponses, plus il peut quand même y avoir des résultats. Bon, après, il faut quand même que je les analyse. Mais bon, voilà. D'ailleurs, je lance un crowdfunding si vous voulez m'aider à financer. Bon. On peut quand même avoir une finesse des résultats et peut-être mettre en relation certains curseurs. Et après, avoir la confirmation par des enquêtes représentatives et voir si c'est corrélatif. Voilà, principal lieu d'habitation des répondants, pareil. Je suis passé beaucoup par les réseaux sociaux, par Internet. Donc, on a un essaimage sur tout le territoire francophone, y compris la Corse, la Belgique et le Canada. Mais bon, rien de très... qu'on puisse vraiment analyser pour l'instant. Alors, premières observations.
je suis parti sur deux grandes catégories qui sont peu discutables, enfin qui sont un peu des catégories de fond en sociologie. D'un côté, les pratiques plutôt orientées vers l'individu, d'autres les pratiques plutôt orientées vers le collectif. Et les deux catégories classiques en Game Studies, les pratiques plutôt orientées play, c'est-à-dire occupation libre, une certaine gratuité du plaisir ludique, et puis les pratiques plutôt orientées game, c'est-à-dire des pratiques régulées avec des objectifs précis, parfois des valeurs de performance, de compétition. Et je me suis donc amusé à partir de ces 6 premières catégories. Vraiment, j'insiste bien que c'est une recherche en cours et que ça va peut-être changer, que c'est simplement des observations que j'ai faites en analysant les premières réponses. On a donc du côté des pratiques game individuelles, le joueur expert. Au niveau collectif, le joueur sportif. Je vais vous expliquer rapidement ce que ça recouvre. Le joueur spectateur, le joueur performeur. Et du côté plus occupation libre, le joueur identitaire et le joueur communautaire. Alors, ça va nous faire du bien, on va citer quelques joueurs. C'était vraiment, moi je trouvais ça passionnant ce qui s'est dit ce matin, mais on n'a pas entendu le joueur encore dans les citations, donc voilà. Exemple de joueur expert dans les réponses qui ont été faites à la question 4, la partie récit. Après avoir lancé le sort 50 fois, un bruit retentit et me donne le sourire. Enfin, Ondine vient de passer au niveau 7, comme me l'indique une boîte de dialogue. Quel bonheur de se dire que je vais enfin pouvoir sortir de cette routine qui me semblait interminable. La motivation revient alors, et l'ennui qui s'était emparé de moi disparaît aussitôt que cette musique résonne dans mes oreilles. Je continue alors dans ma quête regonflée à bloc. Je suis satisfait de mon travail, car j'ai réussi l'objectif pénible que je m'étais fixé, et je vais finalement pouvoir jouer au jeu. Alors, ce qui se sent pas trop dans cette citation-là, c'est le caractère objectif de la pratique. Dans les réponses, et ça j'ai beaucoup vu aussi dans mes entretiens en face à face, il est souvent difficile de faire parler certains joueurs d'eux-mêmes, de leur faire dire « je ». Le joueur expert, alors après on peut discuter si la terminologie est bonne, si le terme est vraiment adapté, mais vous voyez sans doute peut-être tous de qui je veux parler. Il y a certains joueurs qui vont dire en général les joueurs fonctionnent comme ça, qui vont parfois parler longuement aussi du jeu, de ses caractéristiques, de ses règles. Donc il y a vraiment un rapport objectif. Quelqu'un qui va se positionner comme spécialiste dû souvent à une pratique très intensive. Ce n'est pas systématique, mais ça se retrouve assez souvent. On voit une conception du jeu comme travail, là c'est clair en tout cas dans la citation, avec ce que ça suppose de conscience professionnelle, parfois des responsabilités qui correspondent à être chef de guilde dans les jeux en réseau. Je n'ai pas encore assez d'éléments pour rattacher ça de manière sûre à des supports de jeu. Il va falloir le faire indéniablement, et on peut déjà supposer qu'il y a beaucoup de joueurs en réseau dans cette catégorie-là, mais ça reste que des hypothèses, et c'est pour ça que plus il y aura de réponses, plus on pourra situer ça plus précisément. Des pratiques obsessionnelles et des valeurs de compétition. Les enjeux, le plaisir qu'on trouve chez ces joueurs-là, tels qu'ils l'expriment dans leur pratique, c'est des enjeux de maîtrise et d'accomplissement de soi. Un peu comme au travail, on va trouver dans le jeu vidéo quelque chose que l'on peut revendiquer comme quelque chose que l'on a accompli et qui donne qui se donne une valeur à ses propres yeux et aux yeux de la société, en tout cas tel qu'on va se présenter. Le joueur sportif, alors je l'ai mis plutôt du côté collectif, je vous explique pourquoi. Le joueur expert, il est chef de guilde, il peut être chef de guilde, vous allez me dire, il est plutôt du côté du collectif. Ce qui est intéressant dans le joueur sportif, dans les réponses que j'ai recueillies, c'est qu'il va souvent s'effacer et faire valoir l'importance du collectif, de l'interdépendance, de ce qu'on appelle en sociologie la solidarité, alors je confonds toujours les deux, organique, je crois, enfin l'interdépendance. Plus sociologue que moi, toi. Donc le fait que voilà, chacun se complète et la victoire, la réussite ne dépend pas que d'un seul, mais bien du collectif, du groupe. Citation, la voix du jeu annonce pentakill, c'est bon, c'est fait, j'ai réussi, il faut fuir. C'est souvent ce style-là dans les réponses, c'était vraiment agréable à lire. On a toute l'impression qu'ils ont gravi l'Everest. Alors c'est marrant parce qu'on a 30 personnes qui ont gravi l'Everest, 30 tonalités aussi lyriques avec l'impression d'un exploit, donc il y a aussi un formatage de ce côté-là, mais on voit aussi que la pratique du jeu, dans la manière qu'on a de se rappeler les choses, transmet encore quelque chose de ça, de cette intensité-là. Après, il y a aussi tout ce qui s'oublie, mais là, je n'ai pas encore assez d'éléments pour vous en parler. Il faut fuir, je suis encore vivant, il faut fuir, je sors de la zone, je suis vivant, j'ai réussi et je suis vivant. C'est juste incroyable. Incroyable que j'ai réussi à avoir ce dernier adversaire. Incroyable que j'ai été le prendre dans sa base. Incroyable que ça arrive en partie classé en équipe. Sur mon premier champion en plus. C'est juste magnifique. Et là, je vois dans la base les restes de mon support. Voilà, s'il y a des non-joueurs parmi vous, je compatis, peut-être que vous ne comprenez rien.
Et voilà pourquoi j'ai réussi à tenir aussi longtemps à l'intérieur. Au début, la tourelle ne me tapait pas, elle visait mon support qui avait fait le premier pas. Tant qu'il n'était pas mort ou sorti de la zone, je ne risquais rien. Dans le feu de l'action, j'avais juste vu la fontaine tirer. Je pensais que c'était pour moi. Merci, grâce à lui, j'ai réussi. La vache, ce que ça fait comme bien d'avoir réalisé cet exploit. J'avais rencontré aussi le coach d'une équipe qui avait gagné la Coupe du Monde du jeu vidéo à Bercy en 2006, ça commence à dater, et c'était exactement le même ton, le même récit un peu saccadé, haché. Donc je vous disais ça, le support c'est ça, c'est un membre de son équipe, et c'est grâce à lui qu'il s'en est sorti, il s'est fait taper, il s'est fait tuer à sa place, il est très reconnaissant pour ça. Donc division des tâches, toujours le jeu comme travail, mais avec une conception où c'est pas tant la performance individuelle, mais bien le travail en équipe qui va provoquer la réussite, et donc aussi une certaine conception du management, de la socialisation qui va avec, la poursuite d'un objectif, des valeurs de performance. En jeu de réussite collective, ne pas se mettre en avant. Alors, entre game et play, le joueur spectateur, celui-là, je ne l'avais pas identifié pendant ma thèse, mais il est apparu plus clairement à l'ENSI, parce qu'ils ont un foyer où ils passent leur temps à jouer à la Wii et à jouer ensemble. Et il y a c'est une particularité de cette école, on trouve ça peut-être dans d'autres écoles aussi d'ingénieurs, c'est qu'il y a vraiment une partie importante des joueurs, des ingénieurs, qui ne viennent pas pour jouer, mais juste pour regarder les autres jouer, et pour commenter, et pour prendre plaisir à ça. Alors, bon, citation est peut-être moins parlante celle-là. Une fois cette zone de tutoriel terminée et avant de la quitter, j'ai décidé de regarder une vidéo d'un joueur expérimenté sur YouTube, afin de m'assurer de n'avoir rien raté. Ouais, elle est peut-être moins parlante pour vous, mais moi, elle me fait rire, parce que ça me rappelle l'ensemble de la réponse. Et c'est un joueur qui ne voulait pas jouer au départ, donc c'est un non-joueur, il se présente comme ça, et qui a commencé très lentement à accepter de se mettre à jouer parce qu'il a vu que son petit frère s'amusait beaucoup avec ses copains. Mais avant de commencer à jouer avec son petit frère, il a quand même voulu se documenter. Donc il a regardé sur Internet des vidéos de joueurs en train de jouer. Puis après, il a quand même lu des tests. Il a vraiment voulu devenir expert, faire une recherche sur le jeu avant de commencer à prendre les manettes et de savoir un peu de quoi ça parlait. Donc, assimilation lente des mécaniques et contenus de jeu par des sources documentaires, sensibiliser à la pratique par la pratique des autres, recherche de divertissement aussi, donc ça le divertit, mais aussi donc un enjeu d'apprentissage. Et pas tant l'apprentissage au sens cognitif par le jeu tel qu'on en a parlé tout à l'heure, mais d'abord apprentissage au sens de culture générale. Savoir, voilà, c'est quoi ce jeu, qui l'a fait, de quoi ça parle, et connaître ça un peu comme on lit les critiques de films avant d'aller les voir au cinéma. Donc, le joueur spectateur, c'est pas simplement un joueur qui va regarder les autres jouer, c'est aussi un rapport un peu distancié par rapport à la pratique, mais qui caractérise aussi le plaisir de jouer. Est-ce qu'on les met dans les addicts ou pas? Ça, je vous laisse juger selon votre patientèle, etc. J'en sais rien du tout. Mais on voit bien que peut-être, parmi ceux qu'on considère comme addicts, il y en a qui sont comme ça, parce qu'on peut aussi subir la pratique, tout dépend de l'intensité à chaque fois selon ces caractères-là. Donc on voit qu'il y a quand même une très grande diversité malgré tout des pratiques, des rapports et des plaisirs de jeu derrière ces questions. Le joueur performeur, c'est l'inverse, c'est celui qui va prendre les manettes mais qui va jouer pour les autres et qui va faire en sorte d'avoir le beau geste, de faire des commentaires, de solliciter les gens qui sont à côté de lui. Donc lui, il aime particulièrement jouer en coprésence. À l'ENSI, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Donc c'est à ce moment-là que quelqu'un s'est assis à côté de moi. Il s'agissait de l'un de mes parrains à l'école. Alors, en plus, il y a toute une socialisation particulière dans cette école-là, un peu sur le modèle des écoles américaines. Tout le monde se parle ça s'appelle par pseudo aussi. Enfin, il y a ses connivences, il y a ses codes tacites. Personne d'une promo au-dessus que l'on connaît beaucoup. Son nom est T, il est venu regarder ce que je jouais car je commençais à avoir l'air de beaucoup m'amuser. Donc très expansif, il extériorise beaucoup et il manifeste bruyamment son plaisir de jouer en riant, en faisant des blagues. En effet, autant de défis ne m'étaient pas arrivés depuis longtemps, du coup je m'amusais vraiment beaucoup. C'est donc à ce moment que je vais expliquer comment se déroulait ma partie. Je joue toujours à ce jeu en public pour pouvoir raconter mes parties aux autres. Et quand un autre fan du jeu est là, je suis sûr qu'il écoutera car je sais qu'il va rigoler. Donc un autre type de socialisation que celui des jeux en réseau dont on parle souvent comme s'il n'y avait que celui-là. Là, on voit que le jeu est un prétexte aussi à la socialisation en coprésence ou même à distance par Skype, enfin après quel que soit le média. Voilà, oui, Twitch, voilà, je suis déjà trop vieux pour comprendre ce que c'est. Voilà, joue devant un public, recherche de défis, mise en scène théâtrale des performances de jeu, récits, commentaires, enjeu de reconnaissance sociale, on voit ça aussi. Joueur identitaire, là on rentre plus du côté du play.
c'est des récits qui commencent très tôt. Alors je leur demande de me raconter une partie de jeu vidéo et ils remontent, j'avais 8 ans, j'ai passé mes vacances chez mes grands-parents avec mon cousin à Tanger au Maroc. On a toute la vie. Et donc on voit comment le jeu vidéo, c'est une construction après du joueur, mais le jeu vidéo s'intègre et donne sens à toute l'évolution de la personne, à son positionnement identitaire, parfois sur un mode militant, mais pas toujours. Militant, voilà, je suis geek, je vais à des forums de geek, je mets des t-shirts de geek, je m'oppose à mes parents, etc. Mais joueur identitaire, il y a plein de manières de l'être. Moi, à titre personnel, je considère que je suis cinéphile, voilà, je me présente comme ça de manière identitaire. C'est comme ça qu'on exprime une passion du jeu, c'est comme ça aussi voilà, qu'on se positionne, qu'on se distingue par rapport aux autres. Et donc, souvent, je sais, ça a confirmé aussi, mais on trouve un certain éclectisme des pratiques. Et c'est une hypothèse encore plus osée, aller encore plus loin, mais je me demande si on ne peut pas rattacher ça un petit peu à la manière dont Bourdieu définit les catégories de la bourgeoisie, c'est-à-dire une certaine aisance dans le rapport à la culture, la possibilité de choisir, d'avoir un éclectisme, de papillonner sur plusieurs médias.